Donald Trump est en train de perdre la guerre commerciale contre la Chine qu'il a lui-même déclenchée. Trump a tenu une réunion importante avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud le 30 octobre et ils sont parvenus à un nouvel accord qui équivaut essentiellement à une trêve d'1 an dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Guerre commerciale. Dans quelques instants, je vais examiner les détails exacts de cet accord. Je vais également aborder des questions telles que les tarifs douaniers de Trump sur la Chine et les restrictions à l'exportation de terres rares imposées par la Chine. J'examinerai aussi les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, en particulier le commerce agricole et les exportations chinoises de technologies avancées. Je m'intéresserai aussi à la manière dont la Chine a rattrapé son retard dans certains secteurs de pointe de la haute technologie, notamment les semi-conducteurs. Mais la principale leçon à retenir de tout cela, c'est que même si ce n'est pas la fin de la guerre commerciale, mais seulement une trêve d'1 an, Donald Trump a clairement perdu cette bataille dans la guerre commerciale. La Chine a remporté cette bataille. Comme l'a dit le Financial Times, la Chine s'impose comme un rival des États-Unis, un rival de même niveau lors du sommet Xi Jinping-Donald Trump. Le FT a noté que lorsque Trump a lancé la guerre commerciale contre la Chine lors de son premier mandat en tant que président des États-Unis, cela avait en réalité surpris Pékin. Cependant, le FT a noté, je cite, « Cette fois-ci, une Chine mieux préparée et économiquement plus puissante a réussi à tenir tête à un adversaire autrefois bien plus puissant, jusqu'à l'impasse. » Le FT a relevé qu'il y avait au moins 3 exemples montrant comment la Chine avait pu se défendre et riposter dans cette guerre commerciale que Donald Trump avait déclenchée. Tout d'abord, Trump a augmenté les droits de douane sur la Chine à 145% dans un acte de choc et de stupeur. C'était une sorte de guerre commerciale nucléaire et Trump pensait que la Chine céderait et se rendrait. Au contraire, la Chine s'est défendue et a riposté avec exactement le même niveau de droits de douane réciproques, ce qui a affolé les États-Unis et ils ont reculé. Ensuite, le deuxième exemple de la riposte chinoise fut lorsque la Chine a imposé des contrôles à l'exportation sur les terres rares. Et plus tard, je montrerai comment la Chine domine la production et le traitement mondiaux des éléments de terres rares. Cela aussi a affolé les États-Unis. Parce que les États-Unis, l'industrie américaine dépend énormément des terres rares chinoises, et Trump a de nouveau été contraint de reculer. Et ensuite, les États-Unis, le gouvernement a étendu les contrôles à l'exportation. Non seulement sur les semi-conducteurs, mais aussi sur des milliers de filiales d'entreprises chinoises. Et en réponse à cela, la Chine a renforcé ses contrôles sur les terres rares, ce qui a une fois de plus forcé les États-Unis à reculer. Contrairement à tout autre pays sur Terre, vous savez, Trump a mené une guerre contre des dizaines de pays. La Chine est le seul pays qui a réellement pu riposter et se défendre contre les États-Unis et empêcher Trump d'imposer un traité inégal. Et c'est pourquoi un analyste de la grande banque européenne BNP Paribas a écrit ce qui suit. Les États-Unis acceptent que, je cite, « ils ont désormais affaire à un rival de même niveau, capable de leur infliger un préjudice économique matériel, une position relativement nouvelle pour les États-Unis, et un développement qui, du moins pour nous, confirme l'ascension de la Chine au rang de superpuissance économique mondiale. » Fin de citation. C'est la citation clé du jour. La Chine est officiellement une superpuissance économique, et les États-Unis, l'Empire ne peut pas intimider Pékin et essayer de le forcer à faire ce qu'il veut, comme les États-Unis l'ont fait avec leurs soi-disant alliés en Europe, en Corée du Sud et dans d'autres pays. La Chine n'était pas disposée à se laisser intimider par les États-Unis. Cependant, cela dit, j'ai souligné plus tôt qu'il ne s'agit que d'une bataille dans une guerre commerciale plus vaste qui va se poursuivre. Ce n'est certainement pas la fin. Et le Financial Times a clairement indiqué que les tensions sont inévitables. Ils ont noté que la plupart des accords entre Xi et Trump étaient relativement limités et qu'ils suspendaient principalement les mesures punitives existantes sans toutefois les supprimer complètement. Le Financial Times a cité un universitaire chinois qui a déclaré « Ce sommet ne peut aboutir qu'à une détente tactique,
plutôt qu'à une réinitialisation stratégique des relations entre les États-Unis et la Chine. Fin de citation. Et je suis d'accord, il s'agit d'une détente, d'une trêve temporaire. Ce n'est absolument pas la fin. Maintenant, discutons de ce qui a exactement été convenu lors de cette rencontre entre Xi et Trump en Corée du Sud. Voici le soi-disant tableau de bord tenu par Bloomberg. Premièrement, les États-Unis ont accepté de réduire leurs droits de douane liés au fentanyl de 20% à 10%. Les États-Unis suspendent également l'extension de 50% de leur liste d'entités américaines, qui est essentiellement une forme de sanction visant les entreprises chinoises. Trump renonce à la menace de droits de douane de 100% contre la Chine. Et les États-Unis suspendent les frais portuaires. Voilà pour les concessions américaines. Les concessions. De l'autre côté, la Chine abandonne ses contrôles sur les terres rares et va reprendre l'achat de soja américain. Bien que la Chine achetait déjà ce soja auparavant, donc ce n'est pas vraiment une nouvelle concession de la part de la Chine. Et peut-être que la Chine acceptera d'acheter de l'énergie aux États-Unis. C'est ce que Trump a suggéré. Mais il n'y a pas encore réellement d'accord à ce sujet. C'est une hypothèse. Et enfin, la Chine a accepté de sévir contre l'exportation de produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl, bien que la Chine ait déjà imposé certaines restrictions à ce sujet. Et peut-être qu'il y aura une sorte d'accord concernant TikTok. Mais là encore, ce n'est pas clair. C'est complètement ambigu. Donc en réalité, la Chine ne fait pas beaucoup de concessions, ce qui explique pourquoi, comme l'a dit Bloomberg, la Chine cède moins que les États-Unis ont cédé. Bloomberg conclut que la Chine a remporté ce round de la guerre commerciale. C'était aussi la conclusion de l'Associated Press. Comme l'a dit l'AP, l'accord entre les États-Unis et la Chine revient sur les dégâts d'une guerre commerciale auto-infligée. L'AP a cité un économiste influent d'une prestigieuse université américaine, Cornell, qui a déclaré « Il est difficile de voir quel gain majeur les États-Unis ont réalisé dans la relation bilatérale par rapport à la situation avant l'arrivée de Trump au pouvoir. » Fin de citation. Donc, en gros, après des mois et des mois d'escalade de Trump contre la Chine et d'attaques contre la Chine, nous sommes revenus à la case départ. Nous sommes en fait revenus à janvier, lorsque Trump est de nouveau entré en fonction. Maintenant, c'est assez drôle, parce que si l'on remonte à avril, lorsque Trump a considérablement intensifié la guerre commerciale contre la Chine, le secrétaire au Trésor de Trump, le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs Scott Bessent, a affirmé que les États-Unis avaient toutes les cartes en main et que la Chine jouait, je cite, « une main perdante ». Fin de citation. Il a affirmé que les États-Unis avaient tellement de leviers sur la Chine et que Pékin allait complètement capituler face aux menaces de Trump. C'est clairement tout le contraire de ce qui s'est passé depuis lors. Je me souviens avoir fait des vidéos à l'époque dans lesquelles j'argumentais et j'examinais de nombreuses preuves que je revois aujourd'hui. J'ai montré qu'en réalité, les États-Unis sont plus dépendants de la Chine que l'inverse. Et nous ne sommes pas en 2000. Il y a 20 ou 25 ans, la Chine était très dépendante du commerce avec les États-Unis. Mais au cours des 2 dernières décennies, la Chine a considérablement réduit sa dépendance au commerce avec les États-Unis et à l'exportation vers le marché américain, du marché. Et aujourd'hui, les États-Unis ne représentent qu'environ 10% du commerce total de la Chine. Et la Chine représente environ 11% du commerce total des États-Unis. Mais la Chine conserve tout de même certains avantages évidents. Lorsque j'ai réalisé mon analyse initiale en avril, au moment où Trump a lancé cette nouvelle phase de la guerre commerciale, j'ai examiné ce que les États-Unis exportent vers la Chine et ce que la Chine exporte vers les États-Unis. Et vous pouvez voir que les biens les plus importants que la Chine exporte vers les États-Unis incluent de nombreuses technologies que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas produire, comme les téléphones portables. Et les ordinateurs, les batteries électriques, les transformateurs électriques, d'autres machines électriques et des pièces automobiles. Nous ne sommes plus dans les années 1990 ou au début des années 2000, lorsque la majorité des exportations chinoises vers les États-Unis étaient des produits à faible valeur ajoutée, comme les meubles, les jouets et les appareils ménagers. La Chine est très rapidement montée dans la chaîne de valeur mondiale.
Et la réalité, c'est que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas remplacer bon nombre de ces technologies qu'ils importent de Chine. Maintenant, si vous regardez ce que les États-Unis exportent vers la Chine, en revanche, oui, les États-Unis exportent quelques produits de haute technologie que la Chine ne peut pas remplacer, en particulier les circuits intégrés et les semi-conducteurs avancés. Cependant, beaucoup d'autres produits que les États-Unis, les exportations vers la Chine peuvent facilement être remplacées. Cela inclut des produits comme le pétrole brut, le gaz, le soja et le maïs. Ce sont des matières premières que de nombreux autres pays produisent. La Chine peut les importer d'ailleurs. Les États-Unis exportaient autrefois des voitures vers la Chine, mais aujourd'hui la Chine est devenue le premier producteur mondial de voitures. Et la plupart des gens en Chine préfèrent acheter des voitures de sociétés chinoises parce qu'elles sont moins chères et de meilleure qualité. Donc la réalité est qu'au final, les États-Unis est plus dépendant du commerce avec la Chine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'administration Trump, comme Bisson et Trump lui-même, pensent que l'économie de la Chine actuelle ressemble à celle de la Chine des années 80 et 90, lorsque la Chine produisait des biens à très faible valeur ajoutée, intensifs en main-d'œuvre et de mauvaise qualité. La Chine a considérablement renforcé ses capacités technologiques. Et aujourd'hui, la Chine est la superpuissance manufacturière mondiale, leader dans la grande majorité des industries. C'est pourquoi le Financial Times a publié un rapport dans lequel il conclut que la Chine exporte beaucoup de technologies avancées vers les États-Unis, que les États-Unis ne peuvent pas se procurer ailleurs. Et le FT a publié ce graphique en utilisant des données de Harvard, montrant comment les États-Unis sont en réalité dépendants de l'importation de technologies à forte valeur ajoutée, y compris des machines, des équipements de télécommunications, des véhicules, des semi-conducteurs, ainsi que de nombreuses pièces détachées pour machines, qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs, alors que la Chine importe beaucoup d'énergie fossile des États-Unis, qu'elle peut se procurer auprès de nombreux autres pays. Donc, ce que nous avons observé au cours des 2 dernières décennies, c'est que le gouvernement chinois a utilisé la politique industrielle, des politiques de développement dirigées par l'État et la planification centrale, afin de gravir la chaîne de valeur mondiale et d'accroître son autosuffisance technologique. Ainsi, elle n'est plus aussi dépendante des États-Unis. Ainsi, au cours des 20 dernières années, la Chine est devenue moins dépendante de l'exportation vers le marché américain, tandis qu'en même temps, les États-Unis sont devenus beaucoup plus dépendants de l'importation d'intrants industriels en provenance de Chine, qui sont nécessaires à la fabrication avancée aux États-Unis. Ce que cela montre dans l'ensemble, c'est que c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont perdu la guerre commerciale contre la Chine que Donald Trump a lancée. Et bien sûr, cela a été poursuivi par Joe Biden et les démocrates. C'est bipartisan, ce n'est pas seulement Trump. Mais maintenant que Trump en est à son 2e mandat en tant que président des États-Unis, il a considérablement intensifié la guerre commerciale contre la Chine. Et il a cru à la propagande, affirmant que les États-Unis avaient toutes les cartes en main et que la Chine avait un mauvais jeu. Mais vous savez, comme plaisantaient les gens sur les réseaux sociaux, c'est la Chine qui fabrique les cartes. Les États-Unis se sont désindustrialisés. La Chine est la superpuissance manufacturière du monde. Et c'est pourquoi je ne suis pas du tout surpris que la Chine soit en train de gagner cette guerre commerciale. Donc je pense que tout cela explique pourquoi Trump a finalement conclu cet accord. Et rappelons-nous, c'est les États-Unis qui faisaient pression sur la Chine pour qu'elle vienne à la table des négociations, pas l'inverse. La Chine était prête à attendre plus longtemps. C'était les États-Unis qui étaient de plus en plus désespérés. Et comme l'a dit le Financial Times, il ne s'agit tout simplement que d'une trêve d'1 an. Le FT a cité un analyste du groupe de réflexion américain belliciste CSIS, qui, soit dit en passant, est un think tank anti-Chine. Ils ne sont en aucun cas pro-Chine. Mais cet analyste a reconnu que le président chinois Xi, je cite, a tenu tête à Trump et que Trump a cédé. Xi a parfaitement appris à gérer Trump. Rencontrer les États-Unis, répondre aux menaces américaines par des menaces encore plus grandes, a poussé Washington à reculer. Fin de citation. Maintenant, bien sûr, si vous écoutez Trump, il affirme exactement le contraire. Dans son style habituel et fanfaron, Trump a déclaré que c'était une rencontre incroyable avec le président Xi
et il a affirmé, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le meilleur, la rencontre valait 12. C'est parce que Trump n'admettra jamais quand il perd. Il ne veut pas reconnaître le fait qu'il a déclenché la guerre commerciale contre la Chine, et pourtant, il est en train de perdre. Et cela s'explique surtout par le fait que les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis, dans seulement un an, en 2026, et Trump ainsi que les républicains se concentrent déjà sur ces élections. Je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles Trump voulait cette trêve d'un an. Je ne serais pas surpris que, après les élections de mi-mandat, Trump relance la guerre commerciale contre la Chine. Mais Trump craignait que continuer à intensifier la guerre commerciale contre la Chine ne se retourne contre les États-Unis. L'économie est nuise aux chances du Parti républicain lors des prochaines élections de mi-mandat, surtout parce que les sondages réalisés par des groupes comme Pew Research montrent que le Parti républicain et Trump sont très impopulaires. Bien que, bien sûr, je devrais préciser que les démocrates sont également impopulaires. Les deux partis sont très impopulaires. La majorité des Américains disent que le Parti républicain est trop extrême dans ses positions. Et la majorité des Américains ne pensent pas que le Parti républicain gouverne de manière honnête. Bien que je dois préciser qu'ils ressentent la même chose à propos des démocrates. Je n'essaie pas de défendre les démocrates ici. Je me contente d'être objectif et de regarder les faits, et ils montrent que Trump et les républicains ne sont tout simplement pas populaires. En fait, le dernier sondage de The Economist du 31 octobre a révélé cela. 284 jours après le début du second mandat de Trump, sa cote d'approbation nette est de moins 18%, et elle n'a cessé de baisser tout au long du mandat de Trump. Seulement 39% des Américains approuvent les politiques de Trump. 57%, soit près de 3/5 des Américains, désapprouvent les politiques de Trump. Et il est logique que la plupart des Américains ressentent cela, car les politiques de Trump ont nui aux Américains moyens de la classe ouvrière, en particulier les tarifs douaniers de Trump. Goldman Sachs a publié des données en octobre qui ont révélé que les États-Unis, les consommateurs supportent plus de la moitié du coût des tarifs douaniers de Trump. Des économistes de cette grande banque américaine ont estimé que les consommateurs américains paient 55% des coûts de ces tarifs. Or, Trump affirme à tort depuis des années que ce sont d'autres pays qui paient les tarifs douaniers. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Les tarifs douaniers sont une taxe sur la consommation et ce sont les importateurs du pays où les tarifs sont imposés qui les paient. Donc, aux États-Unis, ce sont les importateurs qui paient les tarifs. Les entreprises américaines qui importent des biens de Chine paient les tarifs. Pas la Chine, pas les exportateurs chinois. Et au final, les importateurs américains, les entreprises américaines, généralement, elles répercutent le coût de ces tarifs sur les clients sous la forme de prix plus élevés. Ainsi, Trump a augmenté les taxes, des taxes à la consommation, sur les Américains de la classe ouvrière avec ses tarifs douaniers, ce qui constitue une forme de fiscalité régressive. Et encore une fois, Goldman Sachs a estimé que 55% de ces tarifs sont payés par les Américains. Et ce chiffre va probablement augmenter, surtout si Trump impose davantage de tarifs. Donc, aux États-Unis, les consommateurs vont avoir de plus en plus de difficultés à cause de la hausse des prix.